Dobroveče svima, hvala vam što ste sa nama u ovako velikom broju, zadovoljstvo je videti to. Ovaj događaj je, dakle, naravno događaj centralni oko prevoda knjige Camille Kouchner La Familia Grande, međutim on je i simbolični završetak jednog ciklusa koji je trajao čitave godine, ciklus na temu Šta je rod, koji je nosio Francuski institut na čelu sa Catherine Faudry, Institut za filozofiju i društvenu teoriju na čelu sa njegovom direktorkom Gazelom Pudar-Draško i Bora Babić, direktorka i glavna urednica akademske knjige. Prepustit ću njih tri da vam kažu par reči o projektu i o večerašnjem događaju i onda prelazimo na debatu. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue et merci d'être là pour cette dernière rencontre donc, du cycle Šta je rod. C'est quoi le genre que nous avons tenu à développer tout au long de l'année pour ouvrir le dialogue sur des sujets de société, des sujets qui sont actuellement brûlants partout dans le monde, sur la question des libertés individuelles, des droits des minorités, des droits des femmes également, et de la lutte contre toutes les formes de discrimination. C'est la façon dont l'Institut français s'inscrit dans ces sujets cette année de façon importante et volontaire avec l'ambassade de France. Je remercie Monsieur l'ambassadeur de sa présence ce soir parmi nous. Ce dernier cycle est donc la rencontre qui clôt l'ensemble des débats. Juste citer les premières rencontres pour peut-être vous donner la totalité de l'image totale de ce projet. Nous avions commencé par la Nuit des idées en travaillant à Novi Sad pour expérimenter un premier café LGBT à la librairie Zénith. Et nous étions tous réunis et je remercie encore tous les partenaires qui ont bien voulu s'associer à ce projet. L'Institut de philosophie et de théorie sociale, l'association XY Spectrum et Radio Belgrade 3 qui étaient là pour l'ensemble des rencontres. On a ensuite rencontré Benjamin Moron-Puech et Mila Petkova, qui sont des juristes qui sont spécialisés sur les droits des intersexes. Ça, c'était au mois d'avril. Et puis, au mois de juin, nous avons accueilli Éric Fassin sur la question de la démocratie sexuelle. Il a pu débattre avec l'artiste Fia Ménard et Agatha de l'association Gaten sur la question des personnes transgenres. Nous avons ensuite, au mois de novembre, pu accueillir Françoise Vergès, qui est une activiste militante sur la question des violences faites aux femmes, mais également de l'intersectionnalité et de la racialisation. Elle a donc présenté son livre « Une théorie féministe de la violence » qui a été publié récemment par les éditions FMK. Donc nous avons rassemblé des spécialistes à chaque fois, des spécialistes français, des spécialistes serbes, mais aussi des activistes et des gens qui font le débat d'idées tels que les éditeurs pour essayer d'activer ces questions au sein de la société, mais également et d'activer évidemment le dialogue entre la Serbie et la France sur ces questions, mais également pour constituer un corpus d'informations qui pourrait ensuite rester pour la société civile, pour les associations qui travaillent sur les droits des minorités, les droits des femmes et la lutte contre les discriminations. Voilà, je laisse la parole à Gazela Pudar, la directrice de l'Institut de philosophie et théorie sociale, et je vous remercie encore de ce partenariat. Merci. Oprostit ćete mi ako se nešto možda ponovi od ovoga što je Katrin već rekla, pošto nisam ponela svoje slušalice, tako da nisam najbolje razumela sve što je rekla, ali sam uhvatila neke delove. Meni je veliko zadovoljstvo da vas večeras pozdravim ispred Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i da iskoristimo ovu priliku da se zahvalim Katrin prilici da zajedno radimo na ovom ciklusu. Mislim da je
tema i teme koje su pokrenute u okviru ovog ciklusa su izuzetno važne, kako za naše društvo, tako i za institut koji se trudi da angažovano deluje i da sve teme koje proučava u svom radu budu teme koje se zaista tiču našeg društva i koji na neki način pogađaju pripadnike i pripadnice našeg društva. Tema roda je izuzetno, evo, nažalost, to mogu da kažem, posle dugo vremena i dugo bavljenja rodom, ovde još uvek problem i tim pre još uvek mi je drago što smo mogli zajedno da pokrenemo ovaj ciklus koji je otvorio neka vrlo bolna pitanja za našu zajednicu. Verovatno ste svesni da je pre nekoliko nedelja iz udžbenika biologije uklonjen sadržaj koji se tiče rodnih pitanja. To je nešto što naravno vidimo i nije Srbija izuzetak, ali recimo da Srbija jeste jedna od zemalja koja izgleda prednjači u tom, hajde da kažem, konzervativnom talasu na čelu sa nekim ljudima koji se trude da ovu temu prosto ostave po strani i da je gurnu pod tepih, da se o njoj ćuti. I samim tim mislim da je večerašnja tema u suštini izuzetno važna za naša društva, tema ćutanja i ćutanja kao elementa dominacije upravo jeste ono što mi želimo da adresiramo, da ne postoji teme o kojima će se ćutati, da to što ćemo ćutati i što ćemo gurnuti stvari po tepih neće rešiti probleme, niti će oni nestati i upravo osnova jednog demokratskog društva jeste da o svim problemima i manjinskih grupa možemo razgovarati i zajedno doći do nečega što bi omogućilo zajednički život, jer ne možemo isključivati. Tako da ne bih više dužila, mislim da je, kao što rekao, tema izuzetno značajna, tema o kojoj ćemo večeras slušati je i bolna istovremeno, izgleda da pitanje roda ne može da prođe bez pitanja patnje i bola, tako da se nadam da je ovo samo jedna u nizu događaja, jedna debata koja će nam pomoći u suštini da prvo razumemo, jer mislim da mnoge stvari koje u našem društvu želimo da sklonimo po strani baš zato što ih ne razumemo, što ih se plašimo zbog toga što ih ne razumemo, tako da je ovo jedan, nadam se, dobar korak u pravcu toga da razumemo šta se dešava i da onda možemo da adresiramo na odgovarajući način te probleme. Eto, toliko od mene i zahvaljujem se još jednom i uvaženim gostima što su prihvatili da danas budu sa nama, zaista nam je časno. Dobroveče. U ime izdavačke kuće Akademska knjiga iz Novog Sada želim da vas pozdravim i da izrazim svoje veliko zadovoljstvo što je večeras književnica Kami Kušner sa nama. Hvala Kami što je odvojila svoje dragoceno vreme i odvojila 4 dana da provede u Srbiji. Ja sam veoma ponosna što je Akademska knjiga izdavač jednog fantastičnog romana koji se zove Familija Grande, romana koji je pokrenuo, koji pokreće mnoga društvena pitanja i skreće pažnju na probleme koji se dešavaju u svim društvima, ne samo u francuskom, ti isti problemi se dešavaju u srpskom ili bilo kom evropskom društvu. Ova knjiga je dokaz da književnost ima moć. Ima moć da skrene na društvene probleme, ali književnost ima moć i da leči rane. Ukoliko je Kami pisanjem ovog romana uspela da spasi jednu dušu i da izleči jednu ranu, uspela je u svome poslu. Zato joj veliko hvala što je napisala ovaj roman. Meni je posebno drago što ovu tribinu organizujem u saradnji sa Francuskim institutom i sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju, jer Akademska knjiga niz godina uspešno sarađujemo u ovim važnim institucijama u našoj zemlji. I fantastično je to što se nekako su se kocke složile da baš promovišemo knjigu večeras i to u okviru jednog velikog projekta Šta je rod. Hvala svim učesnicima ove tribine. Sutra ćemo nastaviti razgovor o romanu Familija Grande u Novom Sadu. Evo, pozivam neko ko želi, verovatno će sutra drugačije biti, jer će drugi učesnici biti.
Hvala Zorici Tomić, hvala profesorku Marku Kreponu i veliko hvala Zoni Zarić koja je uložila ogroman trud i rad u organizaciju ovoga događaja i koja se, verujem, fantastično voditi tribinu. Hvala vama svima što ste večera sa nama i što delite ovo veče sa nama. Hvala Bora, Gazela i Camille. Eto, čuli ste o kontekstu naših saradnja i ovog ciklusa konkretno. A poslednja tribina ciklusa, dakle, tematika je knjiga La Familia Grande, a konkretno i ćutanje. Knjigu možete kupiti na ulazu dole u prizemlju ako ste zainteresovani. Ovde je prevod i original na francuskom. Večeras ćemo vam pročitati Camille Kouchner i ja jedan maleni odlomak koji daje ton možda kontekstu debate večerašnje, a kontekst ciklusa je upravo taj da smo shvatili da zajednički imenitelj svih tribina u okviru ciklusa je naravno ćutanje, ućutkivanje, prećutkivanje. Dakle, pitali smo se da li je to možda prvi korak ili svakako neizostavna komponenta svih situacija dominacije i hijerarhije, ko ima pravo da govori, čija se reč čuje. I to je ono na što još ostaje neodgovoreno pitanje i kojim smo se bavili u međusobnim diskusijama Camille Kouchner, Mark Krepona i Zorice Tomić. Pretpostavljam da nema velike potrebe za predstavljanjem, čisto ovako malo zarad konteksta i obrazovanja formacija koje je iza svih nas. Mark Krepon je bivši direktor katedre za filozofiju École Normale Supérieure u Parizu, čija je knjiga Smrtonosno ćutanje prevedena 2019. na srpski. Konkretno, njegovo delo, uvek se prepliću teme u njegovom delu u mnogobrojnim knjigama o nasilju, a u poslednje vreme konkretno o nasiljima u intimnoj sferi i naročito nad ženama i decom. Camille Kouchner je profesorka prava i autorka knjige o kojoj večeras govorimo i sa nama je večeras da bismo pričali zapravo o onome što je najteže, a to je kako govoriti o ovakvim temama o kojima je toliko teško cenzurisano, nametnuto način na koji se govori ili ne govori. I za taj povod takođe smo imali čast da sa nama učestvuje autorka knjige o ćutanju, Zorica Tomić, profesorka na Filološkom fakultetu. Nadam se da ćemo biti kompetentni sagovornici i nadam se da ćete imati zanimljiva pitanja takođe i vi. Prepuštam reč Mark Kreponu. Merci beaucoup, Zona Zarić. Je voudrais d'abord remercier l'ambassade de France et ses services culturels pour leur invitation. Je veux remercier aussi l'Institut de philosophie de Belgrade. C'est la deuxième fois que je viens en 3 ans et j'ai beaucoup de plaisir à revenir 3 ans après. Entre-temps, il y a eu le Covid. Et de retrouver ici les habitants de Belgrade avec grand plaisir. Peu de temps après la parution de Familia Grande, l'une des plus grandes, peut-être la plus grande émission littéraire française, qui s'appelle La Grande Librairie, a organisé une soirée, une émission autour du livre de Camille Kouchner. Et j'ai eu le plaisir à cette occasion d'être avec elle sur le plateau de télévision, déjà pour parler de son livre. Et je m'étais dit à la fin de l'émission que c'était dommage que la conversation s'interrompe et qu'il faudrait qu'on puisse reprendre notre dialogue. Et nous nous l'étions même dit dans les loges en sortant de l'émission. Ben voilà, ça n'avait pas pu se faire encore et c'est aujourd'hui soir à Belgrade que ça se fait. Le livre Familia Grande est un livre qui a eu un immense retentissement en France, qui a réellement bougé les consciences, qui a fait bouger les lignes. Il ne parle pas que de ça, mais il se trouve que dans ce livre, à la fin du livre, apparaît quelque chose comme un inceste. Et l'inceste, c'est une violence. C'est une violence sexuelle. C'est la violence d'un adulte sur un enfant au sein de la famille. C'est un fléau qui touche toutes les sociétés. Alors on a dit tout à l'heure, on a parlé des sociétés européennes, mais partout dans le monde. C'est un fléau considérable, c'est un fléau qui brise des vies, c'est un fléau qui crée des traumatismes à vie. C'est un fléau sur lequel, en grande majorité,
les sociétés préfèrent fermer les yeux. Alors les sociétés ferment les yeux sur beaucoup de violences sexuelles, mais si elles ferment les yeux plus particulièrement sur cette violence sexuelle-là, c'est parce que son importance, son étendue considérable, on parle quand même de 1 fille sur 5, 1 garçon sur 10 dans son enfance, c'est-à-dire une moyenne de 1 enfant sur 7. Si elle ferme les yeux, la société, sur cette violence-là, c'est parce que cette violence sexuelle atteint très profondément l'idée que nous voudrions pouvoir, envers et contre tout, continuer à nous faire de la famille comme étant toujours un foyer protecteur, comme étant une source de sécurité. Et ce que l'inceste révèle, c'est que la famille peut être aussi une terrible source d'insécurité et de traumatisme à vie. Donc moi, je voudrais faire juste une chose aujourd'hui qui va me prendre, pour vous rassurer tout de suite, pas plus d'1 quart d'heure, c'est expliquer de la façon la plus claire qui soit, comme philosophe, parce que c'est mon métier, pourquoi il s'agit d'une violence. Pourquoi c'est bien d'une violence que nous parlons. Donc je vais suivre le cheminement rapide. Je vais partir de la violence en général en identifiant 2 critères de la violence qui sont communs à toutes les formes de la violence. Et ensuite, j'essaierai de comprendre ce qui spécifie ces 2 critères de violence, cette violence-là, lorsqu'on parle de violence sexuelle sur les enfants et en particulier de l'inceste. Donc, toute existence est relationnelle. Ce qui fait la singularité d'une vie irremplaçable, insubstituable, et l'ensemble des relations qui l'ont constituée depuis l'enfance, et la constituent encore, quel que soit le souvenir conscient ou les traces inconscientes qu'on en garde. Sans doute, celle-ci se modifie-t-elle avec le temps. Nous sommes, chacun de vous, vous et moi, nous sommes tous la résultante du continuum de modification de ce tissu de relations, des êtres, des espaces, des objets familiers disparaissent dans nos vies et d'autres apparaissent. Pour autant, nous ne pouvons vivre et nous projeter dans l'avenir qu'en pariant sur une durabilité minimale des relations qui se croisent, se superposent ou se succèdent. Nous avons besoin de repères calendaires, des dates qui se répètent, des anniversaires, des repères spatiaux, des lieux où nous nous retrouvons. Et le livre Familia Grande parle d'un lieu comme ça vraiment important, un lieu de confiance, un lieu où on se retrouve. Nous avons besoin donc de repères calendaires, spatiaux et affectifs pour inventer notre propre singularité. Que serait une vie dans laquelle ces repères ne cesseraient de s'effacer, de telle sorte que le crédit que nous leur accordons aurait une durée, la durée évanescente d'un instant. Voilà pourquoi le ciment des relations qui nous constituent est la confiance que nous mettons dans leur prolongation. La croyance que nous avons dans leur fiabilité est une condition nécessaire pour que la vie soit vivable. Que fait la violence alors? Que fait la violence? Elle compromet la relation en brisant cette croyance et cette confiance, d'une façon qui peut être progressive, soudaine, et dont il arrive qu'elle soit irrémédiable. Il en va ainsi de toutes nos relations intimes et privées, sociales et collectives. Tel est le premier critère commun à toutes les formes de violence que nous pouvons définir comme telles. Son irruption sur un lieu de travail, entre des collègues, dans la cour de récréation de l'école, dans un foyer, dans une famille, entre un homme et une femme, entre des enfants, entre des frères et des sœurs, ne se traduit pas autrement que par la rupture de la confiance qui sous-tend la relation qui nous liait les uns aux autres. Quand la maltraitance, le harcèlement, les coups arrivent, quand ils s'installent et qu'on vit sous la menace de leur répétition, c'est cette fiabilité minimale, cette confiance minimale qui est compromise, cette confiance en laquelle l'existence devient invivable. Ce premier critère est cependant insuffisant, car il ne dit pas comment la confiance est brisée. Subir une violence, c'est encore autre chose. C'est se voir réduit à l'état de chose. À l'état d'une chose, d'un matériau brut,
sur lequel s'applique une force contre sa volonté. La philosophie a plusieurs mots pour désigner cette réduction, celui de chosification, mais aussi celui de réification, du latin res qui signifie la chose. Nombreux sont les récits d'agressions sexuelles qui parlent de pétrification. De pétrification pour décrire le sentiment d'impuissance et de sidération qui s'empare des victimes quand elles subissent l'assaut de leur agresseur. Il faut prendre la mesure de cette réduction. Être réduit à l'état de choses, cela signifie que dans l'instant où cela vous arrive, vous tombe dessus, vous n'existez plus aux yeux de votre agresseur autrement que comme l'objet sur lequel s'applique sa force, par exemple celle de ses pulsions sexuelles, meurtrières, de sa colère, de son ivresse, comme c'est souvent le cas dans les violences conjugales. Il en résulte une négation radicale, brutale, toujours soudaine et indéfiniment réitérée de la singularité. Pourquoi ? Parce qu'être singulier, c'est être infini, et à ce titre irréductible. Quelle infinité, demandera-t-on, celle qui définit la transcendance d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est l'envers de la finitude de nos facultés. C'est le seul moment un tout petit peu difficile. Quoi que nous connaissions de l'autre, mais je vais le dire en deux mots, quoi que nous connaissions de l'autre, quoi que nous imaginions comprendre et savoir de ses sentiments, de ses pensées, de ses croyances, notre imagination, notre pensée et même nos sentiments ne sont pas à la mesure de ce qui, de lui ou d'elle, échappe à leur prise. C'est si vrai que dans l'affection qui lie entre eux des êtres qui s'aiment, des amants, des amis l'un à l'autre, des parents à leurs enfants, il vient toujours un temps où il importe d'entretenir ou d'apprendre à reconnaître et parfois à découvrir ou redécouvrir cet irréductible excès de la singularité sur toute prise possible. Disons-le alors nettement, cette infinie singularité, c'est ce que tout acte de violence, toute entreprise de possession, d'appropriation symbolique et physique de l'autre dénie à celui ou celle qu'elle réduit à l'objet de son emprise, qu'elle le soumette à sa colère, aux caprices de sa domination, à ses passions négatives, son ressentiment, ses peurs, sa haine, à ses pulsions, sexuelles ou meurtrières. Subir une agression, quelle qu'elle soit. Subir une agression, c'est voir réduit à néant l'infinité de ce qu'on est et n'est pas, de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, de ce qu'on désire ou ne désire pas, de ses fragilités. Vous aurez noté au passage que dans ce critère de la violence, il est question de la volonté. Subir une violence, c'est se voir réduit à l'état de chose sur lequel s'applique une force contre sa volonté. C'est évidemment une précision capitale. L'une des grandes victoires en France de l'évolution de la loi ces derniers temps, quant à la question, Camille est juriste, elle m'arrête si je dis une bêtise, parce que là c'est le philosophe qui va parler sous le contrôle de la juriste. L'une des grandes victoires, j'ai très peur, l'une des grandes victoires de la loi ces derniers temps, quant à la question du consentement, est qu'en décidant qu'avant 15 ans en général, et avant 18 ans pour l'inceste, la question du consentement ne se pose pas, que le non-consentement donc est présupposé, eh bien, en signifiant cela, en décidant cela, elle signifie qu'en deçà de cette limite d'âge, 15 ans, 18 ans, le rapport sexuel advient toujours contre la volonté de celui qui le subit, qu'il est donc toujours l'effet d'une force qui prend le mineur en otage, comme le sont l'emprise, le chantage, et qu'à ce titre, il s'agit toujours d'une agression qui tombe sous le coup des critères que nous venons de retenir pour définir la violence. Donc je résume ce premier point. Il n'y en a que deux, rassurez-vous. Les relations qui nous définissent, voilà ce que je viens de tenter d'expliquer très rapidement. Les relations qui nous définissent ne nous aident à vivre que pour autant qu'elles se manifestent très concrètement. Par exemple, dans l'écoute, le soin,
l'attention comme un partage de singularité, reconnu comme tel, de singularité à singularité. C'est comme ça que la vie est vivable. Dès lors que la réification est une néantisation de la singularité, la relation est détruite. Lorsque la violence vient d'une personne aimée, dans laquelle on mettait un certain crédit, son assaut fait inévitablement surgir la question suivante, à un moment ou à un autre, peut-être pas tout de suite, mais elle la fera forcément surgir à un moment ou à un autre. Mais qui suis-je, moi, pour toi qui me violente, qui te sers de moi, pour exercer ta force, pour satisfaire tes besoins, pour prendre ton plaisir? Comment as-tu pu prétendre m'aimer, me protéger et faire de moi ton objet, sans te soucier de ce que je suis, je ressens, de ce que je veux et ne veux pas? Que suis-je pour toi, sinon ce corps volé que tu frappes, que tu forces et dont tu te sers, et ce corps seulement, ta chose? Ces abstractions sont difficiles, celles que je viens de vous expliquer, mais elles sont nécessaires. Donc venons-en maintenant au deuxième point, la double spécification de la violence dès lors qu'elle concerne des agressions sexuelles et qu'elle touche des enfants ou de jeunes adolescents. L'agression sexuelle a ceci de commun avec la torture que la première confiance qu'elle brise est celle que l'on met dans son propre corps. Dans le tissu de relations qui définissent l'existence, c'est la première d'entre elles et la plus vitale. Nous avons besoin vitalement de ce crédit qui est évidemment variable. Et nous savons combien dans le cours de la vie, des accidents comme la maladie et son inéluctable vieillissement, quand nos forces nous lâchent, fragilisent ce crédit, fragilisent cette confiance. Cette confiance, cependant, et ça c'est très important pour moi, cette confiance n'est pas donnée d'emblée. Contrairement à ce que dit le droit, je suis désolé, contrairement à ce que dit le droit, je soutiendrai de façon paradoxale qu'on est toujours et qu'on n'est jamais le propriétaire de son corps. On l'est juridiquement, bien sûr, et il est capital de le reconnaître, mais on ne l'est pas naturellement et spontanément. Son corps, on se l'approprie. On se l'approprie au fil du temps, au gré d'une disposition dont les étapes, les paliers définissent les âges de la vie. La marche, la parole, la course, la danse, le sport. Eh bien, la découverte de sa propre sexualité fait partie de ce processus. L'éveil du désir, les premiers baisers et les premières caresses, les premiers ébats, l'abandon de son corps au corps d'un autre, la double et conjointe possibilité partagée, fusionnelle, de donner et de recevoir du plaisir sont, tout cela, qui fait l'éveil de la sexualité, sont la part la plus mystérieuse, la plus merveilleuse, mais peut-être aussi la plus périlleuse de cette appropriation continuée de notre corps. Pourquoi périlleuse? Pourquoi est-ce la part la plus... Vous voyez que je me rapproche là, je crois. Pourquoi périlleuse? Elle est périlleuse à plus d'un titre. Elle se fait tout d'abord à l'épreuve des transformations qui bouleversent la reconnaissance que l'on a de son propre corps. Le regard tantôt impatient, tantôt inquiet, rempli d'attente et de surprise qu'on porte sur lui quand vient le temps de la puberté. Et l'on sait combien tout ceci rend les adolescents vulnérables. Le malaise et le mal-être qui en résultent. Est-ce que c'est tout? Non, bien sûr. Et j'en viens à l'essentiel. Non, bien sûr, car cette appropriation qui est constitutive de la relation qui nous lie à notre propre corps et par là même au corps des autres, cette appropriation déjà fragile peut se voir monstrueusement court-circuitée par la réification qu'on évoquait à l'instant. La pédocriminalité. La pédocriminalité et l'inceste sont les noms de ce court-circuit.
mais plus généralement toute agression sexuelle. La violence de leur destruction tient à ceci: leur prédation ne laisse aucune chance à leur proie de s'approprier leur propre corps, étape par étape. Elle ne leur laisse aucune chance parce que le prédateur en fait brutalement son objet, sa chose, exerçant sur lui un droit de propriétaire, quels que soient les prétextes, les ruses, les faux-semblants, la promesse de bonheur, le secret prétendument complice de cette mise à disposition. On a beaucoup dit que l'inceste manifestait dans un très grand nombre de cas, sinon exemplifiait, entre autres, la perversion structurelle de la domination patriarcale. Ce court-circuit de l'appropriation révèle ce qui en fait l'essence: une confiscation du temps. Quel temps? Celui d'un éveil. L'éveil du désir quand il surmonte la pudeur, les premiers émois, leur émerveillement. Cette confiscation, c'est une privation, une mutilation de la vie, comme en témoigne la durabilité du traumatisme qui en résulte. Pourquoi, c'est quand même de ça qu'on parle, pourquoi les relations sexuelles entre adultes et enfants sont-elles condamnables? Pourquoi l'idée qui fut un temps si répandue, selon laquelle il n'y avait rien de choquant à ce que les adultes se chargent de l'initiation à la sexualité des enfants, des jeunes adolescents, y compris des leurs? Pourquoi cette idée dont beaucoup se sont réclamés pour justifier le pire et pour fermer les yeux, pourquoi cette idée est-elle en soi criminelle? Pourquoi, indépendamment de la contrainte, de l'emprise, du chantage, qui sont les armes ordinaires de la pédocriminalité et de l'inceste, ces relations sont-elles en elles-mêmes et par elles-mêmes injustifiables? Parce que le corps de l'enfant et le corps de l'adulte ne sont pas également appropriés. Ils ne sont pas au même temps de l'appropriation. Et que la sexualité de l'enfant ne peut s'accorder à la sexualité de l'adulte, quoi que celui-ci veuille lui faire croire. Lorsqu'un adulte abuse du corps d'un enfant, c'est l'expérience qu'il reviendra à l'enfant de faire par lui-même de ses propres désirs et des possibilités que lui offre son propre corps qui est d'emblée confisqué. Un corps d'enfant violenté, violé, abusé par un adulte est un corps volé, mutilé. Un corps privé de la possibilité, heureuse ou malheureuse, de s'approprier soi-même. Et la notion fallacieuse d'initiation à la sexualité est le nom de cette privation. S'il est vrai que l'éducation, l'apprentissage, l'instruction d'un enfant n'ont d'autre finalité que de l'aider à devenir lui-même, à se trouver et s'appartenir, c'est tout l'inverse que produit cette pseudo-initiation. Elle aura toujours rendu le corps de l'enfant étranger à lui-même. Et tous les récits, les témoignages, convergent pour dire combien il aura été si souvent difficile et douloureux de se le réapproprier, le temps et les expériences qu'il aura fallu traverser pour que cela redevienne possible. Je vais bientôt conclure. Je disais en commençant que toute existence est relationnelle. Les relations de confiance qu'une agression sexuelle brise, c'est celui ou celle qui en est victime, ne sont pas seulement celles qui le lient à son propre corps, mais au moins autant celles qui l'attachent à ses proches, par cercle concentrique. À plus forte raison quand l'entourage qu'ils circonscrivent englobe autant l'agresseur que ceux et celles qui se rendent complices de ces assauts répétés par leur silence ou leur cécité. Il faut cependant aller plus loin, encore plus loin, et dire un mot à présent du tissu de relations dont est faite l'existence d'un enfant ou d'un adolescent. Ce qui distingue ce tissu à cet âge de la vie, le tissu de relations propre à l'enfance et propre à l'adolescence, ce qui distingue ce tissu à cet âge de la vie, comme la loi le reconnaît elle-même,
et qu'il intègre un nombre variable de relations dites d'autorité, qui ont ceci de particulier qu'elles ne sont pas superposables les unes aux autres et doivent être rigoureusement distinguées. Elles possèdent néanmoins, ces relations d'autorité, un double dénominateur commun sur lequel je reviendrai dans un instant. Ce n'est pas en vain que la loi parle de personnes ayant autorité et que c'est un motif d'aggravation de la peine quand les dites personnes ont été reconnues coupables d'agression à l'encontre des mineurs sur lesquels s'exerce la dite autorité. Chacune de ces autorités est inscrite dans un ordre propre qui définit ce que l'enfant est en droit d'en attendre, d'en accepter ou d'en contester, et ce qu'elle-même est en mesure d'exiger de lui. Bien, le premier dénominateur commun qu'elles ont en commun est que chacune contribue à l'éveil et au développement de ceux et celles qu'elles prennent en charge. Il leur appartient d'aider l'enfant, puis l'adolescent, à s'inventer lui-même comme singularité afin de s'insérer à terme dans le monde des adultes. Ainsi des parents, des enseignants, le cas échéant des autorités religieuses, des entraîneurs sportifs, des encadrants associatifs. Et ce qu'il faut dire alors, c'est que ces différents ordres n'excluent pas l'affectivité. Ils sont constitutifs d'un attachement qui fait partie prenante de la confiance nécessaire à la relation pour se développer et être fructueuse. Pour autant, voilà le couperet, voilà ce qu'il faut incessamment répéter. Pour autant, le second dénominateur commun de ces différentes autorités est qu'aucun n'inclut l'éveil de la sexualité. Cela signifie que l'adulte qui abuse d'un enfant pervertit l'ordre intellectuel et affectif dans lequel s'inscrit la relation qui l'attache à lui. Voilà ce que tant d'instances, censées encadrer, sinon gouverner les dites autorités, auront fait mine d'ignorer. Les désirs sexuels qu'un adulte est susceptible d'éprouver pour un enfant ou un adolescent sous sa responsabilité ne sauraient s'inscrire dans aucun de ces ordres. Il suffit qu'il s'y manifeste pour le ruiner aussitôt. Ce n'est pas rien, ces différents ordres. Conjointement à d'autres relations, les amis, les camarades d'école, les copains de collège ou de lycée, ils sont constitutifs du monde de l'enfant ou de l'adolescent. Aussi, la ruine de ces ordres est la destruction de ce monde. Plus exactement, l'extinction de la confiance qu'il attache à lui, la perte du monde. Pour peu que l'on admette que le caractère relationnel de toute existence singulière l'identifie au monde, que chacun est un monde à lui tout seul. Il faut reconnaître que chaque enfant abusé, mais c'est aussi vrai des adultes, signifie un monde durablement perdu, un monde à reconstruire et à retrouver. Dire d'un enfant qu'il est le monde, mais cela vaut de tout être singulier, c'est faire signe en effet vers l'infinité de ce réseau de relations qui le constitue et dont on a dit qu'elle donnait son sens à l'existence. C'est surtout dire que ces relations sont contenues, c'est que ces relations sont connexes. Le rapport qu'on a à son propre corps n'est pas séparable. Le rapport qu'on a à son propre corps n'est pas séparable de celui qu'on a aux autres, à des rapports spatio-temporels. L'intimité ne se définit pas autrement. Pour peu que le premier soit affecté, que la confiance soit détruite, c'est tous les autres qui s'en trouvent également compromis. Mais je veux m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Marc. Camille, Je crois que c'est à vous. Comme vous voulez, est-ce qu'on commence en lisant ou est-ce que vous voulez partager quelque chose avec nous? Comme vous voulez. Non, je peux rebondir. D'abord, merci beaucoup de nous accueillir ici. Moi, je suis très impressionnée parce que là, on a un débat, une amorce de débat philosophique. Et moi, j'ai essayé de construire un récit littéraire comme j'ai pu, avec mon monde à reconstruire, justement. Et donc, j'ai emprunté un peu, au début de ce livre, les mots de mon enfance,
J'ai essayé de les utiliser et de ne pas les trahir, de rendre compte de ma perception des choses à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans. J'ai essayé de ne pas faire d'analyse dans ce livre. J'ai essayé de rendre compte de ce que j'avais ressenti en étant à chaque fois dans le temps de mes sentiments. Et donc là, aujourd'hui, ce qui s'ouvre, c'est une analyse, en fait, a posteriori, d'une certaine manière, avec un regard philosophique sur le consentement, sur la violence. Et donc moi, je suis très curieuse et avide de comprendre comment on peut expliquer tout ça. Je sers de support, d'une certaine manière, avec un récit littéraire pour pouvoir ouvrir les questions et vous laisser penser. Récemment, je vous ai entendu parler lors d'une émission en France, vous avez prononcé ces mots, être à la hauteur de l'enfant. Et je trouve ça génial et ça change énormément la perspective aussi de ce que vous dites, de ce que Marc vient de partager avec nous par rapport à prendre au sérieux ce monde de l'enfant. Oui, j'ai dit qu'il fallait réussir à se mettre à la hauteur de l'enfant parce qu'une question m'était posée de savoir pourquoi. Donc le récit de la Familia Grande, c'est le récit d'une sœur. Je suis une sœur et je suis prise dans un silence. Je suis prise dans une contradiction qui est que je voudrais parler mais je ne peux pas parler. Et donc je me suis interrogée pendant très longtemps sur pourquoi je n'avais pas parlé. Et c'est pour ça que j'ai dit il faut se mettre à hauteur d'enfant. C'est parce qu'aujourd'hui, je réalise que si je n'ai pas parlé, c'est parce que je n'avais pas les mots. C'est pas parce que j'étais uniquement écrasée par une domination, effrayée de faire du mal aux gens que j'aimais, etc. Ça, c'était ma première intuition, c'est ça. Mais en fait, quand j'y repense maintenant, je me rends compte que la famille, c'est le lieu de l'apprentissage du langage, de la langue maternelle. Et que quand on n'a pas les mots, parce que les parents ne vous donnent pas les mots, vous ne pouvez pas dire. Donc c'est aussi simple que ça. Et vous parliez de domination, ça commence par ça, par installer l'enfant dans le silence en lui retirant les mots. Donc se mettre à la hauteur d'enfant, c'est comprendre qu'il ne peut pas dire, l'enfant. C'est pas qu'il ne veut pas dire, c'est qu'il ne peut pas. Voilà. Aujourd'hui, j'ai les mots grâce à la littérature, grâce à l'analyse. Mais même, donc le livre est sorti il y a 2 ans en France, j'ai appris un nombre de choses depuis, j'ai compris un nombre de choses depuis, j'avais pas compris tout ça. J'ai posé mon cheminement intellectuel, mais j'étais très seule dans ce cheminement intellectuel. Et vous parliez d'intersubjectivité et de se mettre en relation. Le fait de se mettre en relation et d'avoir l'écoute et l'entendement de l'autre permet de récupérer les mots et le langage, en fait, et donc la compréhension des choses. Oui. Peut-être, si je peux juste rebondir sur ce que vous venez de dire, se mettre à hauteur de l'enfant, ça veut dire aussi, quand le pire est arrivé, accorder du crédit à sa parole, ne pas la mettre en doute. Le problème, le plus souvent, avec les affaires d'inceste, c'est que quand elles arrivent, on commence par mettre en doute la parole de l'enfant. Peut-être il a exagéré, peut-être il n'a pas bien compris ce qui lui est arrivé. Donc il y a vu, pendant très très longtemps, c'est ça. Et c'est encore ça qui domine dans la plupart des sociétés. C'est-à-dire que on a, voilà, parce que c'est un enfant, et parce qu'on ne prend pas toujours au sérieux la parole des enfants, on commence par mettre en doute leur parole. Et donc, à la suite du livre de Camille Kouchner, a été créée en France une commission extrêmement importante, une commission d'enquête considérable sur la question de l'inceste en général dans la société. Et l'une des préconisations du juge qui préside cette commission, c'est quelque chose comme un principe de précaution. On adopte un principe de précaution dans plein de domaines. On peut considérer que voilà, dès qu'on a un doute sur un médicament, etc., on va prendre ou sur un aliment ou sur quelque chose, on va adopter un principe de précaution, on va le retirer de la vente. Voilà. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas les dommages qu'il peut causer. Le principe de précaution, là, en l'occurrence, dans le cadre des violences sexuelles sur mineurs, que ce soit incestueuse ou pas, c'est de commencer par prendre au sérieux la parole de l'enfant, par lui accorder du crédit,
par lui faire confiance, par le croire. Oui, il faut croire ce que les enfants disent. Il faut que ce soit d'abord le premier réflexe, de les croire. Et puis ensuite, d'essayer de trouver la preuve de ce qu'ils avancent. Alors juste pour, on rebondit à nouveau, cette commission, elle a été mise en place pas uniquement à la suite de mon livre, elle a été mise en place après la création du hashtag MeToo inceste en France. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à parler, c'est pas juste moi. Et c'est important parce qu'on parlait de cette mise en relation et donc il y a plusieurs personnes qui ont réussi à se remettre en relation. Ce que vous disiez sur la confiance et le monde qui s'écroule, moi je trouve que ce qu'il y a de plus, voilà, ce que j'ai ressenti le plus, c'est l'impossibilité du lien à la suite de cette brisure de la confiance. Moi, je me suis retrouvée, alors que j'étais pas la victime directe d'un inceste, je me suis quand même, mais la confiance était brisée quand même au sein de ma famille, de mon point de vue. Je me suis retrouvée pendant des années dans une impossibilité de me mettre en lien avec quiconque. Voilà, c'était un peu artificiel. Je le faisais parce que je valorise la générosité, la bienveillance, mais c'était très théorique d'une certaine manière parce qu'en réalité, j'arrivais pas vraiment à le faire. Et donc, je dis tout ça pas pour parler de moi, mais pour parler de MeToo Inceste, qui était vraiment pour moi un mouvement où on essayait tous de se remettre en lien les uns avec les autres en partageant le cœur de ce qu'on avait vécu et de ce qui avait été détruit chez nous. Voilà. Et ça, je crois que ça reconstitue beaucoup la confiance, enfin j'espère en tout cas. C'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui quand on passait la journée un peu ensemble en discutant de ce soir, comment contextualiser. Peut-être j'apporterai juste un peu de contexte français qu'au moment du sortie du livre qui était le 13 janvier, si je me souviens bien, 2021, ou l'émission où vous étiez ensemble à la Grande Librairie. Donc juste après cette émission où Camille Kouchner en avait parlé pour la première fois, ce hashtag MeToo Inceste, qui est là la suite de MeToo, a eu une importance considérable dans le sens, ce qu'on évoque tout à l'heure, l'impossibilité de l'enfant de parler. On entend souvent, toujours malheureusement, quand on parle par exemple des violences faites aux femmes et du MeToo, pourquoi elle en parle, je ne sais pas, X années plus tard. Pourquoi elle n'en a pas parlé plus tôt. Et cette imposition, ce poids que la victime doit encore porter, pourquoi ne pas avoir fait ça aussi, c'est encore plus violent et choquant quand on le met sur l'enfant, ce même poids. Donc l'enfant, comme évoquait Camille, n'a même pas ces mots. Demandez-vous tout simplement à quel moment de votre vie le mot inceste ou viol est entré dans votre vocabulaire. C'est de l'ordre des injustices épistémiques, ou dans le sens où on ne comprend pas, on ne nomme pas quelque chose. Alors comment est-ce qu'on avance? Et j'aime beaucoup cette idée du support qui est la littérature et votre livre. Si elle a servi de support à vous, on ose espérer que ça sera le même pour ceux qui restent encore dans le silence. Qu'en pensez-vous, Zorica, dans le contexte du livre que vous avez publié sur le silence également? Hvala lepo, mi smo se dogovorile i sad mi je malo neprijetno, ali to je bio dogovor da ja govorim na srpskom, a da se njima obraćamo na francuskom. Tako da, eto, možete skinete slušalice. Dobroveče svima. Prvo hvala organizatorima što su me uključili u ovaj razgovor. Hvala Camille, hvala Marku što su se saglasili sa tim da budem jedan od učesnika. Dozvolite mi i naravno hvala vama što ste došli. Za mene, bez obzira na sadržaj knjige, a sadržaj knjige je dramatičan i potresan, vidjet ćete kada budete pročitali. Bez obzira na hrabrost autorke da piše o ovim stvarima, bez obzira što se knjiga može čitati kao autobiografija, bez obzira što se može čitati kao roman. Za mene je ova knjiga fantastična, nezamislivo dobra podloga da se progovori o jednom fenomenu koji je komunikološki i, ako hoćete, i filozofski možda jedan od najvažnijih, a to je fenomen ćutanja.
Ćutanje je integralni deo komunikacije i u ovom kontekstu ćutanje se, a posebno u ovoj knjizi, za mene je fascinantno što zapravo Camus otvara problem ćutanja, naravno iz svoje perspektive kao jednog svedoka i, ajde da kažemo, aktera jedne unutrašnje drame koju proživljava godinama, postavlja, dakle, pitanje o tome koje su dimenzije ćutanja u odnosu prema kategoriji moći. Dakle, i mi znamo, ja sam u svojoj knjizi objavila, dakle, ćutanje je toliko kompleksan fenomen, zato što podrazumeva, naravno, da postoji u svakoj komunikaciji dok neko govori, neko drugi ćuti. I sad ono što ja kažem u svojom razumevanju komunikacije, šta je pozicija takozvanog jakog subjekta? Da li je jaki subjekt u stvari onaj ko govori ili je jaki subjekt onaj koji ćuti? Dakle, tu nam se kao važna pojavljuje kategorija konteksta. U slučaju ove priče, za mene je fascinantno to što, naravno, Camus je izabrala da govori, ali u stvari, ako pogledamo svojevrsni kulturološki i u komunikološkom smislu važan konsenzus oko toga o čemu treba da se ćuti. Govor, dakle, reč koju je uzela Camus je u stvari neka vrsta prisile. Ona je u stvari prisiljena da zbog ćutnje kulture, dakle, svog okruženja, progovori. I sada, budući da se radi o jednoj privatnoj istoriji, diskurs koji bira, moram to da kažem, je u stvari takođe poigravanje sa izborom govora ili ćutnje u smislu načina na koji ćete govoriti večeras i predstavljati svoju knjigu. Načina na koji ćete braniti izbor perspektive, koji je naravno vaš, ne može biti tuđi. Ali izbor perspektive, kao i ćutanje i govora nekim stvarima, podrazumeva, naravno, još jednu veliku i značajnu filozofsku temu, dakle, jednu temu koja se tiče upravo moći subjekta da bira, a to je stvar selekcije, odnosno izbor perspektive. I druga važna stvar je, pošto je ovo na neki način autobiografija, na neki način je sećanje, na neki način je podsećanje, na neki način je i opominjanje, postoji jedan fenomen koji je vezan za sećanje, a to je zaborav. Nešto zaboravimo, nečeg biramo da se setimo. I koliko govori to što smo izabrali, koliko govori ono što smo ostavili u senci. Da li to radimo svesno, da li je ćutanje integralni deo svakog govora, da li je ćutanje integralni deo svakog sećanja. Šta biramo da prećutimo i na šta svojim prećutkivanjem forsiramo druge da umesto nas progovore. Dakle, meni se dopao, naravno, koncept ovog projekta, zato što je uveo u opticaj tu važnu, zapravo doveo u vezu te dve važne kategorije, to je govor kao iskazivanje moći, dakle, šta je to što stavlja u funkciju govoreći subjekt, ali gde je ostalo to pravo na ćutanje. I ono što time bih završila da bismo otvorili diskusiju, ono što se meni dopalo danas kad smo razgovarale o tome kako bi otprilike trebalo da bude ovaj razgovor, dopalo mi se to što je Camus izabrala svoje pravo na ćutanje, da ne odgovara na neka pitanja, da bi branila svoju poziciju i perspektivu koju je izabrala. Eto, toliko za početak. Hvala vam. Dakle, ja očekujem sada, Zona, ako mi dozvoliš, da ako Camus ima neki komentar na ovo, ili Mark, ti, kogod, pa možemo da ne bih držala... I pročitamo jedan ekstrakt koji smo izabrali. Camille, est-ce que vous voudriez peut-être toujours lire faire les commentaires? Oui, bien sûr, prenez la parole quand vous...
Allez-y, Camille. Non, mais j'ai plein de commentaires à faire, mais je trouve ça c'est comme si vous lisiez en moi, donc ça tombe bien. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes à creuser philosophiquement, mais pour les professeurs que vous êtes, mais entre les liens entre la mémoire et le silence, c'est vraiment... je me suis posé 1000 questions en écrivant, voilà. Bien sûr que il y a une mémoire qu'on laisse dans le silence, bien sûr. Et puis pourquoi tout à coup on choisit de dire, et puis est-ce que parler c'est dire, écrire, parler et dire, c'est pas la même chose. On m'a beaucoup dit, vous avez quel courage de parler, mais moi j'ai pas parlé, moi j'ai écrit. Et il y a plus de silence dans l'écriture que dans la parole. Donc c'est aussi un choix, ça. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile pour moi de parler que d'écrire. Et donc à chaque fois, je suis très intéressée par ce qui va être dit, mais reprendre la parole, ça m'impose... voilà, je maîtrise moins bien les silences quand je fais ça. Donc voilà, moi, je me suis réfugiée dans l'écriture et dans le silence de l'écriture. Alors, oui, moi je voudrais juste apporter quelque chose à propos du silence. Il y a évidemment une spécificité à ce que j'appellerais l'épreuve du silence quand il s'agit de l'inceste. C'est que, dans le fond, la spécificité de l'inceste, quand même, c'est que ça touche la cellule familiale. Donc ça touche des liens affectifs très profonds. Et ce qui impose le silence, tous les récits convergent pour le dire, ce qui impose le silence dans ces scènes d'inceste, dans ces histoires d'inceste, c'est le chantage suivant. Si tu parles, si ça se sait, tu vas détruire ta famille. Et donc c'est presque une double peine. L'enfant qui est victime l'enfant, ce qui est terrible, c'est que l'enfant qui est victime d'inceste, on fait peser sur lui, ou l'enfant qui en est témoin de l'inceste, on fait peser sur lui le poids de la responsabilité de sauver la famille. C'est-à-dire, tu dois préserver ta famille, tu dois oublier. Et donc on parie sur l'oubli. Donc là, très classiquement, enfin très pratiquement, on parie, et la société entière parie sur l'oubli. Ça ne sont que des enfants, ça va passer. Le temps fera son œuvre, le temps effacera. Et dans le fond, ce que montre le livre de Camille, ce qu'elle a rappelé à tout le monde, c'est que le temps n'efface rien. C'est que le temps n'efface rien. Et que tous les adultes qui se donnent ce pouvoir-là, d'abuser du corps de l'enfant, etc., et qui parient sur le temps, eh bien, font un mauvais pari. Ils parient sur le temps, et ce qu'on voit maintenant, partout, c'est que rien n'est oublié, rien n'est effacé, et qu'on ne peut pas s'imaginer à un moment que le temps aura fait son œuvre et qu'on est à l'abri. Non, mais par ailleurs, c'est tout à fait juste, mais par ailleurs, pour faire le lien entre vous deux, non seulement le temps n'efface rien, mais dans ce temps s'installe le silence, justement. Et donc c'est de pire en pire, en réalité. C'est vrai. Et c'est le silence qui creuse et qui désarticule la pensée, en fait, parce qu'on pense tout seul dans le silence. Et donc on est enfermé dans enfin, on reparle de l'intersubjectivité, mais on est enfermé dans une construction du réel qui est trop solitaire. Et donc le silence rend les choses de pire en pire. En réalité, d'une certaine manière, on est victime du silence. Plus que de la violence de l'autre, on est aussi victime du silence. Et en même temps, c'est un paradoxe. Oui. Parce que comment on peut parler de la silence? C'est ce que vous avez déjà montré. Et vous aussi. Oh, merci. Et si j'ose dire, l'extrait le dit très bien, peut-être on le dit en serbe d'abord, en français. Ok. Allez-y. Je commence. Dakle, pričali smo o tome kako bi bilo dobro da
prevod Svetlane Stojanović u izdanju akademske knjige dobije na svojoj vrednosti i važnosti time što bi prepustili Camille da izabere jedan pasus koji bi s vama podelili. Trebalo je da ide prvo na francuskom pa na srpskom, ali evo, nema veze, pročitat ću vam ja srpski. Glasnije. Osjećala sam se krivom zbog tajne i laži. Ne mogu da ti ispričam. Čitavog života ću te lagati. Glave hobotnice plešu. Kriva sam što te lažem sve vreme. To mi pomera mozak, ne dozvoljava mi da se više ičemu nadam. Ti si me učila istini i hrabrosti da budem kritična, a ja ću te razočarati. Misliti znači reći ne. Usmeri se malo na prihvatanje. Hobotnica je pokazala novo lice. U našim ćutanjima, našim razmenjenim pogledima ujedala me je zmija. Kriva sam što sam učestvovala. Pečenje u stomaku, podlo, konstantno mučenje. Kopalo me i po glavi, osjećanje krivice koje više puta na dan izbije na površinu i poljulja moju zblanutost. Time što nisam ispričala šta se događalo, učestvovala sam u incestu. Još gore, pristajala sam na incest. Pogrešno imenovanje stvari sve čini još nesrećnijim. Znam, mama. Moja krivica je što sam pristala. Kriva sam što nisam sprečila očuha, što nisam shvatila da je incest zabranjen. Samo bih dodala da je metafora hobotnice na francuskom zapravo reč hidra kao mitsko biće koje ima više glava i stalno se pojavljuje. Camille, voudriez-vous lire le même en français? Ma culpabilité est celle du secret, du mensonge. Je ne peux pas te parler. Toute ma vie, je te mentirai. Les têtes de l'hydre dansent. Je suis coupable de te mentir tout le temps. Ce sentiment me tord le cerveau, m'empêche de ne plus rien espérer. Toi qui m'as appris la vérité et le courage de la critique, je vais te décevoir. Penser, c'est dire non, vise un peu l'acceptation. Puis l'hydre montre un nouveau visage. Dans nos silences, nos regards échangés, le serpent mord. Je suis coupable d'avoir participé. La brûlure au fond de mon ventre, cette torture subreptice et constante, me laboure le crâne. Une culpabilité qui, plusieurs fois dans la journée, jaillit et bouscule ma sidération. En ne désignant pas ce qui arrivait, j'ai participé à l'inceste. Pire, j'y ai adhéré. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, je sais, maman. Ma culpabilité est celle du consentement. Je suis coupable de ne pas avoir empêché mon beau-père, de ne pas avoir compris que l'inceste était interdit. Ako mi dozvolite, napravim još nekoliko referenci, prosto malo da možda ustalasamo atmosferu u publici. Ovde smo načeli mnogo važnih tema. Ja se ponovo vraćam na temu ćutanja. Sad bih samo stavila naglasak na odnos kulture i ćutanja. Rekla bih praktično svaka kultura se definiše kao jedan dinamički sklop između govora i ćutanja i nije samo pitanje, to se meni čini, o tome o čemu se ne govori, nego na koji način svako društvo ćuti. Dakle, isto tako bih rekla, nije u pitanju samo o čemu se govori, nego na koji način se govori. I sada, ovde smo otvorili mnogo važnih tema. Recimo, jedna tema je incest, druga tema je integritet tela koji ima veze naravno sa našom percepcijom seksualnosti. Treća stvar je naravno tema porodice, jer incest pripada toj, kako bih rekla, tamnoj strani meseca onoga što se zove porodica. I sad, koliko se o tome recimo govori u Srbiji, to je bilo jedno od pitanja na početku u uvodu. Dakle, da li toga ima? Da, ima. Da li imamo prave definicije? Jer bez pravih definicija ne možemo uopšte da se bavimo tim fenomenima na dobar način, kao i u kojoj meri se o nekim stvarima ćuti ili govori. To je sada pitanje zbog kojeg bismo morali u stvari da se, mi barem koji se bavimo teorijom, ali tako, ozbiljno pozabavimo redefinisanjem čitavog tog kategorijalnog aparata koji koristimo da bismo znali šta je teren
na kome zapravo funkcionišemo. I, dakle, pitanje je ko je jaki subjekt. Da li onaj koji govori ili onaj koji ćuti i u kom kontekstu zapravo i jedna i druga stvar, dakle i jedna i druga pozicija mogu da se manifestuju kao pozicije moći, odnosno kao pozicije nemoći. To je u stvari, čini mi se, vrlo važno pitanje, kao naravno i pitanje o tome, kao u slučaju ove knjige, ko su adresati i šta bi bila ta, kako bih rekao, posledica poruke, je li tako? Dakle, ja nisam pravnik, ali evo Camus je pravnik i ovdje sigurno u publici ima pravnika. Kako kaznena politika može da se stavi u funkciju redefinisanja jedne kategorije zločina, redefinisanje jedne forme nasilja koja je do te mere dramatična, do te mere neshvatljiva, do te mere poražavajuća za naš pojam humaniteta, ali tako, za ono što podrazumemo da pripada nekakvoj našoj misaonoj, duhovnoj i ako hoćete filozofskoj tradiciji. Pa evo, ako ima neko ideju. Evo neko iz publike također. Oui, je souscris entièrement à ce que vous venez de dire. Une fois, je pense souvent à ce que Victor Hugo et Albert Camus disaient à propos de la peine de mort. Ils disaient pour faire reculer le seuil de tolérance de la société vis-à-vis de la peine de mort. Et c'est de là dont on parle, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, faire reculer le seuil de tolérance de la société vis-à-vis de l'inceste. Et Camus, comme Hugo, disait il faut d'abord montrer ce dont il est question et il faut trouver le juste mot pour le décrire. Et Camus disait ben, c'est pas compliqué, il faut dire la peine de mort est un meurtre légal. Eh bien, la question de l'inceste, c'est pareil. Il faut trouver le mot pour le dire. Hier, nous avions une discussion très intéressante avec Camille, qui m'a fait corriger même mon texte. Parce que moi, parce que voilà, je l'écoute, et parce que jusqu'à maintenant, je parlais toujours de pédophilie, comme on en a parlé depuis un temps fou, voilà, de pédophilie. Et elle m'a dit, moi, je n'aime pas ce mot. Je trouve qu'il faut dire les choses plus justement, et aujourd'hui, il faut parler de pédocriminalité. Mais c'est exactement la même opération. C'est-à-dire, il faut aussi parler de l'agression sexuelle comme d'un viol. Il faut dire, donc quand on met les mots, quand on met les justes mots sur les choses, déjà on commence à faire reculer le seuil de tolérance de la société. Et sur ce fameux seuil de tolérance, pour dire comment les choses se sont passées en France depuis un peu plus d'un an. J'ai dit dans beaucoup de... C'est une question à laquelle je me suis intéressé depuis des années. Le recul du seuil de tolérance des sociétés à l'égard de violences qu'elles ont toujours tolérées, dont elles se sont toujours accommodées, sur lesquelles elles ont fermé les yeux. Et il faut toujours trois forces. Il faut d'abord des voix singulières. Et c'est ça qu'a été le livre de Camille Kouchner. La Familia Grande, ça a été... Il y en avait déjà eu, c'était pas la première. Ça fait des années qu'il y a comme ça des récitals. Mais celle-là, c'était la voix singulière dont on avait besoin. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi précisément cette histoire? Pourquoi est-ce que c'est celle-là qui a permis d'amorcer le recul du seuil de tolérance? Mais c'est celle-là. Ça s'est passé comme ça. C'est ça qui est arrivé à ce livre. Et j'en ai discuté avec Camille ces 2 derniers jours. Elle ne l'avait pas prévu. Elle ne s'était certainement pas attendue. Et puis ça a déclenché la deuxième force. Une société ne se débarrasse jamais d'une forme de violence qu'elle a acceptée si les voix singulières, comme pour la peine de mort, celle de Hugo ou de Camus, sont relayées après par de puissants mouvements d'opinion. Le mouvement MeToo Inceste, que ça a déclenché, parce que ça l'a déclenché. Sans le livre, il n'y aurait pas eu MeToo Inceste. Ça l'a déclenché, c'est la deuxième force. Mais ces 2 forces-là ne peuvent rien à elles seules. Ces deux forces-là, pourquoi c'est des forces? Parce que leur pouvoir, c'est d'agir sur le législateur. C'est de faire bouger le législateur. Ça, c'est la 3e force dont on a besoin. Faire bouger la loi. Et c'est ce qui s'est produit avec la création de la commission dont on parlait tout à l'heure. Et déjà, un premier résultat,
alors qui avait été aussi provoqué, enfin qui est venu, parce qu'il y a eu un autre livre très important, paru un peu un an avant, sur la pédocriminalité, pas sur l'inceste, mais ça a produit, ça a eu comme effet une action du législateur pour modifier l'âge du consentement. Donc voilà, et l'action, parce que vous aviez parfaitement raison de le dire, c'est de mettre les justes mots sur les choses, de les appeler, d'appeler un chat, comme on dit. Imamo pitanje iz publike. Mogu ja? Ja bih hteo gospodina Marka da ga pitam. Ja mislim da smo malo to, koliko se ja razumem, da smo malo pobrkali lončiće. Sačekajte samo da bi mogla da svoje pitanje. Kaže, dites-moi quand c'est bon. C'est bon. Izvolite. Jel me čujete? Vous entendez? Oui, là j'entends maintenant. Alors si vous pouvez répéter la question. Nisam ga ni postavio, postavit ću ga prvi put. Jedno malo pitanjce. Ja mislim da smo ovde mi malo pobrkali lončiće. Koliko se ja razumem u pravo, incest nije između očuha i pastorka, nego između biološkog oca i sina. Šta vi mislite o tome? Alors, si c'est une question juridique, c'est pas pour moi. Moi, je crois penser que c'est la relation, ce qu'on définit comme inceste. Da pitam gospođicu Kamilu. Merci de poser cette question parce que je pense qu'elle est très importante et surtout elle répond aussi à ce que vous avez dit sur les catégories et sur il faut bien nommer les choses. Et donc, qu'est-ce que c'est que la famille? En fait, c'est votre question. Qu'est-ce que c'est que la famille? Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans le droit français, en tout cas. Et Marc en a parlé tout à l'heure. La définition qui a été donnée, c'est une personne ayant autorité sur l'enfant. Et donc, dans ce cadre-là, ça élargit, ça va au-delà du père biologique ou de la mère biologique. Et ça peut être donc un beau-père qui a une autorité sur l'enfant ou un grand frère qui a l'autorité sur sa petite sœur ou un grand-père. Donc, si vous voulez, la loi française aujourd'hui, alors je ne la connais pas par cœur, mais elle désigne certaines personnes en particulier, le père, la mère, l'oncle, etc. Et à la fin, dans un dernier alinéa, elle dit et le conjoint de la mère ou la conjointe du père ayant autorité sur l'enfant. Donc le beau-père ou la belle-mère. Mais d'une certaine manière, je suis contente que vous posiez la question parce que je pense que c'est encore une définition très très restrictive de la famille et que le droit français peut encore réfléchir à ça. Voilà, parce que bon, y a des familles qui se composent de manière un peu différente. Donc voilà. Oui, en fait, nous sommes en train de comprendre que l'ordre public ne s'arrête pas à la porte de la maison. Bilo bi zanimljivo znati u srpskom pravu kako je definisano ko se smatra članom porodice. Pretpostavljam da je to smisao vašeg pitanja. Jednu malu digresiju da napravim. Recimo, kod nas u Srbiji, ako mogu neke stvari da primetim, ima isto u nekim stvarima malo nelogičnosti. Kod nas imate, na primjer, kako bi se izrazio, kod nas imate slučaj da je isto došlo do jednog takvog čina, ali određena glumica, da je ne pominjem, je posle 7 godina svog učitelja glume optužila da je silovao. Pazite, posle toliko godina. Međutim, svi bi očekivali da će da bude skrušena kako se već ponaša osoba koja je doživjela takav zločin.
Međutim, ona blista na sceni lepša nego ikad. I dobila je uloge. Dobro, možda mogu da dam samo kontekst našim stranim gostima da razumeju. Il s'agit d'une actrice, une comédienne très très connue, qui, comme beaucoup de femmes, a eu cette reproche pourquoi elle a attendu si longtemps pour parler. Et on en parle beaucoup et elle est vraiment l'exemple idéal de comment on arrive à se reconstruire malgré. Et je vois que malheureusement, il y en a ceux qui ont du mal, qui voudraient voir l'image cliché d'une victime souffrante et non d'une femme qui a réussi à se reconstruire malgré et au-delà. Ima li još nekih komentara, pitanja ili ovde među nama? Hoćete li možda, Zorica, povratite mikrofon? Dobili smo ovaj mobilni mikrofon za... Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Aha, evo, izvinite, nisam videla ovamo. Merci. Moje pitanje je zašto mislite da termin silovanje ima da drži više značaja od reči pedofilija, odnosno pedofil, jer iako jeste slučaj seksualnog nasilja nad detetom jeste silovanje, ali mislim da barem u društvu nekako, barem u Srbiji, pedofilija ima više neke osude, zato što mislim da kao narod mi dosta cenimo decu i dosta smo zaštitnički nastrojeni prema njoj, većina društva. Dok za silovanje se dosta nalaze neki izgovori, nažalost, i jako često možemo da vidimo, ne samo u Srbiji, nego nažalost ovdje u svetu, onaj izgovor, pa ako prijaviš, ti ćeš mu uništiti život, ili ako prijaviš, niko ti neće verovati. Tako da nekako mislim da kod nas reći on je pedofil znači više će reći on je opasan nego on je silovatelj, zato što i dalje mnogi ne veruju to. Samo da dodam, ne znam da li se u prevodu izgubila razlika između pedofilije i pedokriminaliteta. Dakle, radi se o tome da možda ima neke prizvuke antičke filozofije konteksta. Marc će vam to možda bolje... Alors, d'abord, c'est juste une question sémantique. Pourquoi préférer le mot pédocriminalité sur le mot pédophilie? Parce que les mots sont pris dans une histoire et que la notion de pédophilie, elle appartient aussi à l'histoire elle est inscrite aussi dans l'histoire de discours qui ont souvent minimisé la violence que pouvait constituer le fait qu'un adulte ait des relations sexuelles avec un enfant. Et pédophilie, ça désignait justement une sorte de culpabilité, mais une culpabilité de celui qui est attiré sexuellement par les enfants. Le mot pédocriminalité désigne exactement les mêmes actes. C'est-à-dire, il désigne exactement les mêmes choses. Mais justement, comme il y a criminalité, le mot pédocriminalité fait beaucoup plus entendre, et vous avez raison, madame, de rappeler, ou monsieur, j'ai pas vu d'où venait donc vous avez raison de rappeler, évidemment, l'idée de viol, la notion de viol. C'est un viol. C'est un viol. Et les raisons pour lesquelles on a diminué l'âge du consentement, c'est pour vraiment le faire apparaître comme un viol. Mais si on réfléchit, la notion de viol, vous l'entendez beaucoup plus dans le syntagme, dans le mot pédocriminalité où on entend le mot crime, que dans le mot pédophilie où on entend amour. Le pédophile, c'est celui qui aime les enfants. Oui, il aime les enfants. Oui, c'est pas très bien quand même. C'est un peu coupable d'être attiré sexuellement par les enfants. Pédocriminel, c'est celui qui commet le crime d'avoir des rapports sexuels avec un enfant qui peuvent être désignés et qui du coup doivent être désignés comme un viol. Ça va? C'est ça. Ja bih htjela još, ako mogu, još jednu stvar da dodam, a to je dok sam sad slušala sve ovo, naročito sve replike koje je Camille imala na ovo, ima jedna stvar koja je u stvari takođe važna, koju smo propustili da naglasimo, a to je da, i mislim da je to smisao, jedan od nivoa ove knjige, da u stvari
ćutanje i prećutkivanje mogu biti takođe forme nasilja. Dakle, odnosno kriminalni čin. I to je zapravo najvažnije pitanje koje ona postavlja sebi, baveći se zapravo time koliko je to ćutanje bila stvar, jel tako, i ličnog izbora i moralnog kredibiliteta jednog deteta koje raste sa tom idejom da tu nešto nije u redu i koliko je to u stvari samo vrsta odgovora na očekivani feedback koji bi u datom kontekstu, u datoj kulturi, u datom trenutku mogla da dobije da je progovorila ranije. Prema tome, ćutanje može u tom smislu da se razume i kao vrsta nekog, kako bih rekla, prestupa, kao neka vrsta moralnog prestupa na koji smo svi povremeno prinuđeni, pošto šta u stvari mi permanentno radimo? Mi neprekidno osluškujemo nekakvu, hajde kažemo, klimu mnenja i kad govorimo kreiramo neku vrstu horizonta očekivanja i tako dalje. Prema tome, naravno i važno pitanje je takođe šta je trenutak u kome se otvara neki prostor za govor, za reč, za prekid neke vrste ćutanja. Evo još jedno pitanje. Kod koga je mikro... Katrina, ici. Merci, Katrina. Dobar dan, moje ime je Ružica. Ja sam čitalac knjige. Čim je izašla, bio prikaz u novinama da je prevedena knjiga, odmah sam kupila knjigu i čitala sam je 2 puta. Prvi put sam čitala kao roman zbog sadržaja, što je govorila moja nastavnica, uvijek okrenite kraj, pročitajte slobodno što se desilo na kraju, pa čitajte polako. A onda sam čitala zaista polako i pažljivo i detaljno. I moram da kažem da je to jedna edukativna knjiga. Mislim da bi trebalo što više ljudi da je pročita kako bismo možda spasli nečiju dušu, da mi prepoznamo šta se dešava u našoj sredini. Najtragičnije je u stvari što dete ima tako čistu dušu, nikad niko nema više tako čistu dušu kao što ima tako mala deca, oni ne znaju što se dešava. To je zloupotreba autoriteta te njihove čiste duše. Oni prosto misle da to tako treba, jer im je tako rečeno, jer taj autoritet koji njih je, u stvari treba da vaspitava. Tome služi porodica, da podigne jednog odraslog, zrelog, odgovornog čoveka, jedinku u društvu. Dete misli da je to u redu, da sa njim nešto nije u redu i krivica se prebacuje na žrtvu. I tu je glavni ključ i problem. I za mene najdramatičniji trenutak u knjizi bio kad je brat došao kod sestre i nju pitao da li ona misli da tu nešto nije u redu. Ali ona je bila dete i ona nije znala da mu kaže odgovor. To je bio trenutak kad se on preispitivao, očekivao je pomoć. Žrtva uvek traži pomoć. Prvo se poverio sestri, koja je bila njemu najbliža sigurno, i mislio da će možda sestra njemu pomoći. Sestra nije mogla da mu pomogne, jer i sama nije znala kako da se vlada. I tu je nastala ta tišina. I mislim da je to Camus nateralo da, kao kažu psihijatri, progovorite uvek o onome o čemu želite da ćutite. To je poenta. Znači, morate sebe da naterate da ono o čemu ćutite strašno izgovorite zbog sebe i da se oslobodite toga. Mislim da je knjiga edukativna. Ja sam vrlo zadovoljna kao roditelj i kao neki vaspitač da je takva knjiga izašla i da svi mogu da je čitaju slobodno sada. Zahvaljujem se gospođi Camus što je imala snage i hrabrosti da je napiše i da svi čitamo. I zahvaljujem se gospođi Borni, izdavaču, koji prepozna prave stvari, što je nama omogućila čitaocima da mi to vidimo. Hvala. Bon, je vais me permettre une question en français pour Camille. Je voulais savoir comment vous allez aujourd'hui. Comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui? Juste une petite question supplémentaire. Vous disiez être surprise par l'écho qui a eu le livre. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ça a fait autant bouger la société? Alors, la deuxième question va avec la première. Il y a un lien.
si vous voulez, par rapport à ce que vous disiez, madame, et d'une certaine manière, c'est la même chose. Quand on est enfant et qu'on reçoit cette information-là, il y a une perte de sens totale. Et donc, et ça rebondit aussi sur ce que vous disiez et sur ce que disait Marc, c'est-à-dire qu'on devient une chose, on fait de vous une chose. Alors, la violence sexuelle fait de vous une chose, mais vous assignez au silence, ça fait de vous une chose. Et c'est pas, comme vous êtes une chose, vous ne pouvez plus parler. Et donc, c'est pour ça que je ne m'attendais pas à ce que le livre ait cet écho-là. C'est que, pour moi, il n'y a pas d'écho en face. Puisque je suis réduite, assignée à me taire et donc à ne pas exister, en fait. Et moi, j'ai écrit ce livre en essayant d'ordonner le sens, en essayant de trouver le sens. Parce que j'étais aux prises avec plein de contradictions internes, très violentes, qui vont de l'extrême colère à l'amour. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans la famille et qu'on est... au sein de gens qui vous ont élevé, c'est pas uniquement l'autorité, c'est aussi beaucoup d'affection. Et donc ça fait une perte de sens complète. Donc, moi, je me suis mise à essayer d'ordonner les choses, passé 40 ans, et après la disparition de ma mère, surtout, je pense que c'est très important, ça fait un déclic, voilà. Et je me suis dit, comment j'explique le monde, mon monde, comme dirait Marc, mon monde... à mes enfants. Voilà. Et alors, je suis toujours embêtée quand je dis ça parce que je pense qu'on peut trouver de la cohérence et beaucoup de sens dans son monde et qu'on n'est pas obligé de faire des enfants pour ça. Voilà. Moi, il se trouve que c'est mon expérience. C'est que je me suis dit, je veux être leur mère, donc je ne peux plus être une chose. Voilà. Et donc, il faut que je leur parle. Et je ne sais pas comment leur parler. Alors, je leur écris. Voilà. Je vais applaudir sur cette phrase. Oui, parce que je trouve, je veux être leur mère, donc je ne peux plus être une chose. Parce que ça, je crois que je veux être une mère, donc je ne peux plus être une chose. Je pense que c'est la phrase la plus importante de la soirée. Oui, mais alors attention, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas mère qu'on est une chose. On est d'accord? Ah ben, j'espère que non. Ok. D'accord. Mais non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans quelque chose de très, très important qui est d'expliquer le processus de sortie du silence et le fait que si notre tissu, notre vie, comme je l'ai beaucoup dit, est un tissu de relations, pour que ce tissu de relations soit possible après, avec d'autres, donc avec des enfants en particulier, il faut s'être reconstruit. Voilà. Il faut d'abord avoir repris confiance en soi-même pour pouvoir construire des relations de confiance avec les enfants. Bon, je ne veux pas faire de la psychanalyse ici, mais c'est ce que dit Winnicott, le grand psychanalyste Winnicott. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette phrase. Ok. Merci. Et donc ça va. Voilà. Da li ima još nekih pitanja? Evo ovde i onda posle ovde. Gazela Pudar, direktorka Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ok, ne moram da se obraćam kao direktorka, mogu da se obraćam kao slušatelj. Da. Mnogo stvari mi se vrti kroz glavu kada slušam ovo što ste pričali i samo iskustvo je, mislim, nisam još uvijek pročitala knjigu, ali svakako ću to uraditi, iako su to teme koje su jako vrlo bolne. Mislim da, htjela bih samo da skrenem pažnju na nešto i negde mislim da reakcija koju smo ovde imali jeste važna da se razume i da se adresira. Setila sam se u stvari dok ste pričali jedne knjige koju sam čitala dok sam bila još u školi, a to je knjiga koju svi ovde verujem da znaju, to je Nečista krv Bore Stanković. Mislim, mi smo živeli i živimo još uvek u jednoj kulturi u kojoj je takva knjiga deo, ne znam još uvek da li je deo stvarno literature u školi, ali... Jeste. Da, ali to je knjiga u kojoj se radi o incestu, ali se to nikada ne kaže. Znači, tu se radi, čisto da bi razumeli, radi se o načinu života u južnoj Srbiji, gde je snaja dolazila u porodicu, bila udavana za
starija devojka za jako mladog dečaka i gde bi njegov otac u stvari bio muž dok on ne stasa dovoljno da može da preuzme ulogu muža. Znači, to je za nas jedno prilično normalizovano stanje iz koga onda moramo da naučimo kako da izađemo i koji su stvari procesi koje mi kao društvo treba da prođemo da bismo izašli odatle i da bismo porodicu razumeli ne kao primarnu biološku, već kao upravo zajednicu u kojoj vi imate međusobno poverenje, bliskost na prvom mestu i tako je. Mislim, trebalo bi da bude zasnovano na poštovanju, mnogo puta i nije, ali u suštini upravo se radi o tome da imate decu koja imaju bezgranično poverenje u tog nekoga koji to poverenje onda krši, odnosno zloupotrebljava na jedan vrlo brutalan način, silovanje. Htela sam ovo da kažem zbog toga što mi se čini da upravo način da se izađe iz toga i proces koji treba da prođe jeste ovo što ste vi, Kami, uradili. Znači, kroz primere, odnosno kroz upravo nekoga ko se usudi da izađe i da kaže, što je potpuna slučajnost, mi nikad ne znamo kada će se to desiti. I to je nešto što pomaže društvu, prvo da se suoči sa time, mnogo puta će to ostati negde, biti marginalizovano, sklonjeno, ali što više takvih primjera imamo, u suštini je lakše onima koji se poistovećuju sa time i koji imaju slično iskustvo da se oglase, da prestanu da ćute i da se time problem adresira. Znači, ovde ste vi kao neko koji je uticajna figura nešto izneli i to je imalo društvene posledice, da je formirana komisija i da se nešto radi po tom pitanju. Ovde još nismo došli do toga, ali mislim da je takođe važno da adresirati još jednu stvar koja je kada se radi o žrtvi, a to je upravo taj njen način na koji se žrtva nosi sa stvari. To što vi vidite nekoga da blista i da je lep, to ne znači da on zaista blista i da je lep. To morate da razumete, možda ćete, mislim, evo samo da dam jedan primer. Skoro, pre nekoliko godina je ovde izvršila samoubistvo vrlo poznata hiruškinja koja je svima delovala kao jako srećna osoba. Na društvenim mrežama blista, to su slike, izvršila je samoubistvo. Znači da mi nikada ne znamo šta se dešava u duši neke osobe. I zbog toga mislim da je jako važno da o tome govorimo, da upravo to što neko super izgleda i što blista ne znači da ne pati i da nije žrtva u nekom dešavanju. Nema potrebe da započinjemo polemiku, samo je važno prosto da se razume da postoje različite aspekti problema i da treba da ih svi imamo u vidu da bismo ih razumeli. Slušajte, nećemo da ulazimo u konkretan slučaj, znači postoje sudski procesi koji će pre ili kasnije u ovoj zemlji, kako sudovi rade, uraditi svoj posao, doći će se do pravde, verujem da će se doći do pravde, ali hoću da kažem da to što se dešava prosto mora da se sagleda na različite načine. To je kultura koja nas uslovljava da se trudimo da marginalizujemo, da ne razumemo i upravo ovo što danas govorimo o tome i što adresiramo to da neko dobro izgleda i Kamei super izgleda večeras, a prošla je pakao, ne znači da oni iza toga ne postoji patnja koja mora da se adresira. Zašto? Da bi se zaštitili oni koji možda će sutra se naći u takvoj situaciji. I samo, ajde da sada stvarno ne ulazimo u to, ja imam samo jedno pitanje za francuske goste. Da li znate možda, da li je kao posledica ovoga što se desilo, da li postoji uspostavljanje neke vrste podrške koja nije, naravno, ovde je bio problem što i najbliži srodnik, a to je majka, je u suštini saučesnik, koliko razumem iz ovoga, jer nije, i ona je ćutala. Da li postoji neka vrsta podrške i načina na koji se edukuju, na primjer, pedagozi i psiholozi u školama da prepoznaju neke simptome koji u stvari govori da se nešto dešava u porodici, jer čini mi se da je to možda put kada se zatvori porodica i kada porodica ćuti, da onda možda se spolja nekako od onih koji su vam blizu, a blizu su vršnjaci i škola, nešto učini i pokrene. Čekajte, pitanje je upućeno. Sad čekajte samo da odgovore.
I bilo je posle gospođice jedno pitanje u publici tamo. Camilla Bouet-Marc. Alors, moi, je peux répondre pour la suite de mon livre, mais et déjà dire que dans mon livre, j'écris pas que ma mère est complice. Et pour moi, elle n'est pas complice. Ou alors moi, je suis complice aussi. On est tous complices. Elle subit une situation. Et donc, ça répond à votre question. Comment on fait pour ne pas subir cette situation? À différents degrés, on est soumis. On est soumis au silence. Voilà. Pour quelles raisons? C'est tout ça qu'il faut qu'on détricote pour comprendre, en réalité. Moi, qu'est-ce qui a fait que je me suis tue pendant tellement d'années? Alors, c'est plus simple de l'expliquer pour moi parce que j'étais petite, alors forcément, mais j'ai pas été toujours petite. Voilà. Pourquoi ma mère s'est tue quand elle a appris? Peut-être c'était une femme et que c'était compliqué de parler, on ne sait pas. Tout ça, c'est des histoires de situations. Et donc, il faut, à mon avis, apporter un éclairage sur chacune des situations pour pouvoir établir une base de confiance. Alors, est-ce que c'est vers l'école qu'il faut se tourner? Je ne sais pas. Je ne sais pas si un enfant peut parler à son institutrice ou à son instituteur. On est aussi dans un rapport d'autorité. Est-ce que c'est le meilleur endroit? Je ne sais pas. Moi, après, si vous voulez, j'ai livré un récit et en effet, c'est une histoire singulière et il y a différentes strates qui permettent ensuite qu'on discute tous, mais je ne suis pas devenue experte. Voilà, je sais pas trop. Moi, je vais répondre juste. Vous avez raison de soulever la question des mères. C'est très, très important. C'est une question absolument déterminante. En général, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que d'abord, chaque cellule, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, chaque cellule familiale est irréductiblement singulière. Et donc, il n'y a pas, en général, une responsabilité ou une culpabilité des mères commune à tous les cas d'inceste. C'est chaque fois des cas singuliers. Mais ce qu'on peut dire quand même, au vu des témoignages ou des récits qu'on a, c'est que très souvent, les mères sont prises elles-mêmes en otage. Très souvent, les mères sont prises elles-mêmes en otage d'une situation dans laquelle le risque est que tout explose. Et dans le fond, les mères sont parfois celles qui ne veulent pas voir que tout est détruit alors que tout est déjà détruit. Donc il y a un moment quand l'inceste a déjà fait ses ravages, c'est très très compliqué. En tout cas, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais dans beaucoup de récits que j'ai pu lire, ce qui apparaît souvent, c'est la volonté maternelle d'essayer de sauver encore ce qui peut l'être. Alors, soit c'est de sauver des apparences, soit c'est de sauver l'amour, en imaginant qu'il peut encore y en avoir. Soit c'est de préserver l'ensemble de la cellule familiale. Et donc de demander à un enfant de se taire en s'imaginant que ça va protéger tout le reste de la cellule familiale. Mais encore une fois, on ne peut pas du tout généraliser. Mais si je peux rebondir là-dessus, parce que c'est important. Ce qui se passe en France, donc, c'est que a été mise en place cette commission sur l'inceste, et cette commission a pointé du doigt quelque chose qui était une espèce de réflexe judiciaire, de réflexe des juges, de faire d'abord... Alors moi, je l'ai vu à la sortie de mon livre, c'est toujours la faute de ma mère. C'est toujours la faute des femmes, c'est bizarre. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est pas la faute de ma mère, du tout. Donc, moi, j'ai un peu tendance à me dire que... Voilà. Mais par ailleurs, cette commission a montré que les mères essayent de protéger leurs enfants, mais les juges ne les écoutent pas. Et en France, on a quand même visiblement un problème, puisque il y a une notion qu'on agite beaucoup devant les juges, et dont se servent les juges, qui est celle du syndrome d'aliénation parentale. On l'appelle comme ça, qui est soi-disant psy, et dont les juges se servent pour prendre l'enfant, l'éloigner de sa mère, le placer, ou alors, pire, très souvent, le redonner au père. Et en disant, la mère est folle. Elle a un syndrome d'aliénation parentale, c'est-à-dire qu'elle veut soustraire l'enfant au père parce qu'on est dans un cas de séparation.
Et donc, il y a plein, la commission rapporte ça, les mères qui se battent et qui essayent de protéger leur enfant se retrouvent à voir leur enfant placé ou mis en garde chez le père, quand il s'agit du père. Donc, la place de la mère, elle est extrêmement compliquée. Et il faudrait qu'elle soit protégée par l'autorité judiciaire. Parce que, voilà, ce que disait Marc, que le juge qui préside cette commission dit que le principe de précaution, c'est toujours croire l'enfant. La mère, quand elle croit l'enfant et qu'elle met en œuvre ce principe de précaution, on lui retire la garde de son enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est quand même prise au piège de devoirs contradictoires ou de domination contradictoire. L'autorité judiciaire, le père, voilà. Et moi, dans mon cas, alors qu'elle est morte, on me dit c'est la faute de votre mère. Non, c'est pas la faute de mon père. Ma mère, elle a rien fait. Elle a rien fait, justement. Voilà. Ja bih samo htela da naglasim jednu stvar koju sam rekla na početku, a to je da moramo da svi mi koji se bavimo teorijom, pre svega da se bavimo definicijama i redefinisanjem kategorija. Posebno zbog ovog što ste vi rekli. Uopšte se ne bih složila sa vama da je nečista krv primer incesta. Znači, moramo da vidimo šta je incest. To jeste štivo koje je relevantno za razumevanje položaja žene u jednoj tradicionalnoj kulturi pre vek i po i tako dalje, da je žena objekat koji se razmenjuje, ali tako Levi-Strosovska ona ideja između sinova i očeva i tako dalje. Ona predmete razmene, to da, ali da je to incest, to apsolutno nije. A ovo o čemu je Camus pisala, zato što to jeste porodica, na neki način, iako ne i formalno pravno, očuh je simbolički, emocionalno usvojio decu koju je tretirao kao svoju. Dakle, u tom smislu to jeste incest, ali pre nego što ga označimo kao incest, to bih se složila sa profesorom da je u stvari kriminalni čin nasilje nad decom. Sad, ja naravno kao filozof bi stavila, znači nije bitno samo nasilje nad decom, ono je najgroznije jer dete ne može se brani, ali zapravo svaka vrsta povrede integriteta, mada smo ovde čuli termin singularitet, ja ga drugačije razumem, nego tog integruma koje se zove naše telo od strane drugog, pa to mora se menja kazneni zakon. To ja mislim. Mora radikalna pravda. Tako ja vidim stvari. Mislim da je takođe poenta zašto je bilo značajno pomenuti nečistu krv bio način na koji se nešto romantizuje ili priča na edukativan način. Da li je potrebno da tako nešto bude školsko štivo, bez obzira da li to... Pa dobro, Ana Karenjina je u jednoj poziciji koja nije dobra, pa je opet romantizujemo. Ne vidim što, znači, to jeste fenomenalno štivo koje može i da se romantizuje, a naš posao kao tako profesora i kritičara se bavimo kritičkom perspektivom izbora, je li tako, narativa, šta je ta junakinja, kako mi danas percipiramo junakinju. Pa izvinite, kritička perspektiva i romantizovanje i Šekspir, Romeo i Julija, to je jedna ajde da kažemo, to je Karl Schmitt 6 vekova ranije, politike neprijateljstva. Znači, sve može da se stavi u kontekst ovih pitanja i to se slažem s tobom, Zona, ali ne vidim... Ne, ostaje nam samo da se nadamo da se to tako u školi i predaje, dakle da edukatori to upravo tako kritički... Pa jedan aspekt je i romantizovanje, a drugi aspekt morao bi da bude kritika, tu sam saglasna. Ostavili smo nekoga da jako dugo čeka da postavi pitanje, izvinjavam se. Kod Catherine. Dobroveče, bonsoir. Je vais me permettre de vous poser la question en français. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'aimerais savoir si vous voulez bien sûr répondre. Une fois le livre est sorti, quelle était la réaction de vos proches, de vos amis, de votre famille à vous, de vos enfants? Merci. Merci beaucoup de parler de mes enfants. Et ma famille, ils m'ont... je ne sais pas quoi vous dire.
Ma fille m'a dit que j'avais écrit un poème. Chacun avait sa vision du livre, mais il me parlait de moi en tant qu'autrice et il parlait de mon premier livre. Voilà. Et donc ils avaient un regard de lecteur et ils étaient très gentils avec moi, très gentils. D'autres remarques, questions entre nous? Je dois juste veiller au temps. Mogli bi brzo onda još 2 pitanja publike, evo. Bonsoir, je n'ai pas encore lu le livre. Par contre, j'ai regardé un film avec Daniel Auteuil intitulé Le mensonge, qui parle de la même problématique. Vous l'avez certainement vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne l'ai pas vu. Qui l'a vu? Qui a vu le film? Le mensonge de qui? C'est qui? Je ne sais plus de qui, mais c'est avec Daniel Auteuil qui joue le personnage d'un grand-père accusé d'inceste à l'encontre de son petit-fils. Et donc, on reste perplexe. Justement, faut-il croire l'enfant dans n'importe quelle situation? Le principe de précaution est-il valable universellement? Parce que là, on a l'impression, en fait, j'ai eu l'impression que les auteurs du film suggéraient la possibilité que l'enfant a été induit en erreur, c'est-à-dire que l'idée de l'inceste lui a été suggérée à un moment par son entourage et qu'il s'en est servi pour présenter son cas d'une façon frauduleuse. Voilà. Et donc le grand-père qui a été absolument ostracisé par l'entourage, alors que peut-être il n'a rien fait. Oui, mais si je peux répondre à cette question-là, c'est vrai, il peut arriver des cas, effectivement, d'induction, où l'enfant est induit, etc. Mais pour un cas comme ça, c'est ça que vous répondrez, pour un cas comme ça, combien de milliers d'enfants dont, parce que la parole a été mise en doute, le cauchemar a pu continuer. C'est ça le problème. Donc le principe de précaution, il est que pour... oui, peut-être l'erreur est possible. Hein. De même que dans l'erreur est possible au sens où effectivement on peut croire un enfant et puis se tromper en le croyant. Mais combien d'enfants ne sont pas crus alors qu'il y aurait plein de bonnes raisons de le croire? C'est comme... Alors, c'est pas grave, mais la question de MeToo, par exemple. C'est vrai que ça a pu servir aussi d'instrument de vengeance. C'est vrai que parfois il y a des accusations mal fondées, qu'il peut y avoir des accusations qui reposent sur des rumeurs. Mais sur quelques accusations comme ça, combien de milliers et de milliers d'autres sont fondées et justifiées? Et puis, ce principe de précaution qui est préconisé par la Commission, c'est toujours commencer en croyant l'enfant. C'est-à-dire que le présupposé, c'est de croire, et puis ensuite, on investigue, on vérifie, etc. C'est pas croire à tout prix. C'est pas ça qui est dit. C'est commencer en croyant l'enfant. Et par ailleurs, alors j'ai plus la statistique en tête, mais le président de la Commission donne les chiffres là-dessus sur le nombre de cas infimes. Voilà, c'est ce que disait Marc. Donc, bien sûr que l'enfant peut mentir ou déformer la réalité, mal dire aussi, puisqu'il a les mots qu'il a. Tout ça existe forcément. Mais si je crois qu'on ne peut pas, vu les statistiques, tirer de cette situation une généralité. C'est l'inverse. La généralité, malheureusement, c'est qu'on ne croit pas les victimes. Là, l'état de fait est celui-là. Le jour où ce sera inversé, on n'y est pas, quoi. Oui, bah, là, vous allez avoir des livres, des films, c'est toujours la réaction quand on pose... voilà. Et en même temps, c'est le débat. Bon, c'est aussi important. Ja sam htela samo da konstatujem da statistike pokazuju da je veliki broj počinilaca pedokrivičnih dela, da su i sami bili žrtve seksualnog nasilja u detinjstvu.
I kada se priča o rigoroznoj kaznenoj politici, mislim da ne sme da se zaboravi taj segment da u stvari ključno lečiti decu, da se upravo ne bi desilo to, jer se sankcijama, pukim sankcijama neće postići apsolutno ništa. Ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre sans rechercher aucune sanction. Et c'est pas du tout l'objectif, la finalité. La finalité, encore une fois, c'est que les victimes directes ou indirectes aient le droit à un récit. Et que je ne sois plus une chose et que j'ai le droit à un récit et à avoir accès à mon existence. En revanche, la finalité de la sanction, moi je suis d'accord avec vous, il y a une prise en charge qui est très très importante, une prise en charge des personnes et qui ne passe pas nécessairement par une sanction. Enfin, sauf quand c'est... Bon, quand même un peu. Non mais oui, on parle des enfants qui eux-mêmes ont été abusés. Merci, merci. Catherine, il y avait une question ici. Et peut-être ce sera la dernière. To nam je poslednje. Dobro večer. Jedan kratan komentar za Nečistu krv. Dodala bih da, iako je to roman koji kritički gleda tradiciju, isto tako to je prvi roman kod nas koji govori o ženskoj seksualnosti, koja je i dan danas tabu. Ono čuveno Sovkino dvogubo, srećno prevodiocima sa tom rečju, naročito o potisnutoj seksualnosti. A pitanje za Camus bi bilo u kontekstu ovoga što je profesorka Tomić govorila o poziciji moći, da li je ona u ćutanju ili u govoru. Da li se vi sada osjećate ranjivije nego ranije? Mi vas svi nešto pitamo, vi sedite pod reflektorima, svako ima pravo da upre prstom, da komentariše i vas i vašu majku i očuha i brata i tako dalje. Da li vam je lakše, da li ste dobili neku satisfakciju i kako se osjećate u tom kontekstu? Hvala. Merci beaucoup pour cette question. Je ne sais pas si je sais y répondre. Je me sens vulnérable pour plein de raisons. D'abord, je suis une femme, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est moi qui écris. Bien sûr que je me sens vulnérable. Et c'est vrai, c'est ce que dans La Famiglia Grande, je l'écris. Et je l'ai lu dans La lettre volée. Bien sûr que quand on a le silence, on a le pouvoir. Mais on a aussi le pouvoir quand on a le savoir. Donc c'est très compliqué. Et moi, je suis ambivalente dans ma journée. Là, tout à l'heure, j'ai répondu que ça allait, et puis il y a des moments où ça ne va pas. Voilà, c'est comme ça. Ça change. Et je pense qu'il faut que je sois plus à distance de la sortie de mon livre pour savoir ce que je vais faire de tout ça. Mais je suis contente de l'avoir fait pour mes enfants, en fait. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis encore trop dedans. Hvala vam na ovako predivnim pitanjima. Hvala našim gostima. Mislim da smo uspeli ono što smo želeli, a to je zapravo bilo i najteže i najmanje sigurno, a to je upravo ovaj način koji kad mi podelila kako smo se pripremali, hoćemo li da pročitamo, da podelimo. Radi se o nečemu toliko teškom za izneti, toliko ranjivim da mogu samo da vam se zahvalim na podršci, interesovanju, na pitanjima i ako želite da se ovo nastavi van ovog konteksta večerašnjeg, dakle knjiga može da se kupi na izlazu, takođe za knjiga o ćutanju Zorice Tomić ili za one koji su frankofoni, Crepon je takođe pisao ces temps-ci, da je zapravo kritika društva kako se nosi sa ovim pitanjima. Hvala vam mnogo što ste bili sa nama. Hvala Camille, Zorice i Mark. Nadam se da će ova debata da nastavi, da ima svoj život.